Depuis le début du mouvement, le 5 décembre 2019, les travailleurs du jeu vidéo sont en grève. Ils le sont essentiellement sur les temps forts, lors des grosses manifestations, du fait, entre autres, que les organisations syndicales y sont encore jeunes et peu structurées. Pourtant, dans ce secteur, les conditions de travail y sont bien plus rudes qu'on ne le pense. Bien qu'ils aient souhaité rester anonymes, 2 membres du syndicat des travailleurs et travailleuses du jeu vidéo ont bien voulu nous rencontrer afin d'expliquer les raisons pour lesquelles ils sont entrés dans le mouvement. On est clairement opposé à ce système-là, sachant qu'on est déjà déficitaire dans notre travail de tous les jours par rapport à d'autres secteurs d'activité et qu'avec ce projet, ça va d'autant plus nous impacter cette fois-ci sur nos retraites. Il faut savoir que la durée moyenne d'une carrière dans le jeu vidéo, c'est 7 ans, parce que généralement, les gens s'arrêtent à cause des conditions de travail qu'ils ont dans le jeu vidéo spécifiquement. En partie à cause de comment le développement des jeux fonctionne, c'est-à-dire qu'il y a des moments où on a besoin de développeurs, il y a des moments où on n'en a pas besoin. Donc on a pas mal de CDD et énormément de stagiaires, et ça participe effectivement à des carrières perlées, comme on dit, et du coup à la précarité de pas mal de gens. Soumis à des plannings de production intenables, les travailleurs du jeu vidéo font face à des heures de travail excessives, au point parfois de devoir dormir au bureau ou de travailler tout le week-end, sans compensation. Le processus même de création d'un jeu vidéo tel qu'il est à l'heure actuelle conduit à avoir des conduites qui peuvent être problématiques. Si l'entreprise n'a pas des fonds propres, ça va être très compliqué pour elle. Elle va démarcher les éditeurs. Et c'est souvent de ce côté-là, en fait, qu'il peut y avoir une très très grosse concurrence et même un démarchage de la part des éditeurs pour essayer de rogner les coûts. Et c'est ce qui conduit assez souvent, j'ai l'impression, les studios, au final, à accepter des contrats dans lesquels il y a un certain nombre de paramètres qui ne sont pas pris en compte. Et c'est ce qui va conduire à faire des heures supplémentaires, à instaurer des périodes de crunch. Le crunch, en fait, ce sont des périodes de travail très condensées. Ça va être sur des périodes de 2 à 3 semaines où les gens là, vont vraiment enchaîner les heures et travailler jusqu'à 23h, 1h du mat', revenir le lendemain matin à 9h, sans compensation. Petit à petit, la parole se libère dans le milieu du jeu vidéo. Harcèlement sexiste, cyberharcèlement, crunch récurrent, certaines réalités propres à ce milieu sont petit à petit dévoilées et les organisations syndicales se mettent en place. Est-ce que le milieu du jeu vidéo est en train de se politiser ? Nous nous sommes rendus au festival Hors Piste organisé par la revue Immersion au centre Georges Pompidou à Paris. Nous y avons rencontré Nathalie, une jeune streameuse qui a donné une conférence sur le sujet. Pour l'instant, les syndicats sont vraiment pas très présents dans le monde du jeu vidéo parce que justement, c'est une industrie qui est très jeune et forcément, comme l'industrie est un peu en train de se créer, il y a pas forcément tout qui a été prévu dès le début. Mais là, les syndicats commencent lentement mais sûrement à arriver justement parce qu'il y a un ras-le-bol général qui commence à apparaître. On pensait pas qu'on en avait besoin avant et maintenant on se rend compte à quel point effectivement on en a besoin. Je pense que ça concerne même pas uniquement que les travailleurs du jeu vidéo, ça concerne aussi juste les joueurs qui commencent à être de plus en plus au courant justement de toutes ces pratiques, genre le crunch ou tout ce qui fait que les développeurs finissent très très mal. Mais est-ce que le terrain des luttes politiques et sociales pourrait se situer ailleurs que dans la rue ou dans les AG syndicales, d'autant plus au sein d'un milieu peu réputé pour ses valeurs de gauche ? Si les jeux vidéo peuvent inspirer une nouvelle forme de lutte sociale, je dirais qu'ils l'ont déjà fait, entre guillemets. Il y a déjà, comme je l'expliquais tout à l'heure pendant ma conférence, malheureusement, le fait que la politique était un peu ignorée dans les jeux vidéo, ça a laissé un petit peu le champ libre aux premiers qui voudraient l'utiliser. Et les premiers qui ont voulu, entre guillemets, l'utiliser, c'est l'extrême droite qui a compris que rapidement, face à des jeunes qui étaient relativement influençables, qui étaient en quête d'une communauté, en arrivant avec des idées très racistes, très sexistes et tout ça, ils ont réussi à fédérer pas mal de jeunes et c'est comme ça que le Gamergate a participé à l'élection de Trump. Quand on crée un jeu vidéo, surtout quand on veut faire un jeu vidéo avec une idée plus ou moins politique derrière, il y a complètement moyen que ça devienne quelque chose qui va aider les gens à prendre conscience de certaines choses. Vous incarnez donc Mélenchon, qui est prêt à partir dans un combat incroyable contre les méchantes personnalités politiques qui volent de l'argent. Si demain je fais un jeu dans lequel les joueurs doivent incarner des manifestants et qu'à chaque fois qu'ils essayent de manifester, ils ont un game over parce que la police les a tabassés, les a éborgnés, les a fait finir en sang et où on se rend compte que les personnes racisées ont beaucoup plus tendance à mourir que les personnes blanches, pour les joueurs, ça va pas être anodin. Ça peut faire une étincelle qui va entraîner une prise de conscience derrière.
Ayant pris son envol en partie grâce aux plateformes de jeux dématérialisées, le jeu indé comme on l'appelle, semble constituer un espace idéal pour les jeux à la narration politiquement assumée. C'est ce dont nous avons discuté avec Ulysse Mathieu, journaliste et rédacteur pour la revue Immersion. Le paysage des jeux vidéo, il a beaucoup bougé ces 10 dernières années. Avant, pour fabriquer un jeu vidéo, il fallait être membre de l'industrie du jeu vidéo parce que ça nécessitait des dizaines et des dizaines de développeurs, enfin une équipe très complète. Et aujourd'hui, ça a un peu changé. Alors, il est possible aujourd'hui de faire un jeu vidéo tout seul. Il y a certaines personnes qui le font, mais c'est extrêmement difficile. Mais c'est sûr que les outils sont simplifiés, de plus en plus, ils sont rendus plus accessibles. De l'autre côté, il y a eu quand même une évolution de la part des joueurs qui sont aujourd'hui plus enclins à apprécier des jeux vidéo qui n'ont pas forcément un graphisme formidable, etc. Et là, il y a, en fait, en 10 ans, c'est assez patent, il y en a une réelle évolution. Quand on a des jeux qui prennent des parties très fortes de narration, jusqu'à aller jusqu'à une esthétique qui peut être extrêmement rétro et donc forcément plus facile à fabriquer qu'un Assassin's Creed ou un Red Dead Redemption, il y a de plus en plus de gens qui font des jeux vidéo. Et donc forcément, ce dont parlent les jeux vidéo, ça devient de plus en plus grand et vaste parce que, en fait, aujourd'hui, on passe d'un modèle où il fallait vendre 60 millions de jeux pour qu'ils soient rentables, et donc forcément c'était les grosses industries, à des gens qui sont plus sur des choses qui sont un peu nichées et qui racontent des histoires vraiment en utilisant ce médium-là. Et donc ça donne plus de jeux différents, donc plus de jeux politiques. C'est le cas par exemple de Riot, Civil Unrest, un jeu créé par Leonard Menchiari et qui, pour le dire vite, nous permet de revivre des mouvements sociaux historiques. La police est en train de gagner, hein. Attention là, les manifestants, le cercle rouge. C'est un jeu où le game designer, en tout cas, a modélisé un certain nombre de mouvements sociaux, d'endroits dans lesquels se sont déroulés dans le monde réel des mouvements sociaux. Et le but du jeu, c'est tout simplement de prendre soit le contrôle des manifestants, soit le contrôle des policiers, et de réussir à mener à bien les objectifs de l'un ou de l'autre de ces deux camps. Ah, ouais, ça lance du cocktail Molotov. Non, c'est des grenades lacrymogènes, ils les lancent sur la porte au camion. Les outils se sont simplifiés pour les développeurs, ils sont aussi simplifiés en partie sur certains jeux pour les gens qui jouent, pour pouvoir modifier, entre guillemets, l'environnement, les jeux, et voilà, rajouter leurs touches, etc. Sur certains jeux comme GTA Online, on a des gens qui vont avoir modélisé, par exemple, les Gilets jaunes et qui vont organiser des protestations, des manifestations dans un univers virtuel. De là à dire que tous les gamers sont politisés, je sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une perméabilité de plus en plus grande entre les deux choses. Le jeu vidéo indépendant est né dans les années 2000, lorsque des développeurs, las des productions trop lisses et de leurs conditions de travail, ont décidé de quitter l'industrie pour se lancer dans des projets plus personnels. Le Cartel Studio est un petit studio de développement, sans bureau propre et à seulement 4, ils ont réalisé 2 jeux, dont Mother Russia Bleeds. Quand on a commencé à faire un prototype, il était question d'un employé en costume qui craque et qui explose tout le monde, quoi. Et l'idée de départ, c'était que plusieurs personnes, donc dans plusieurs classes sociales, plusieurs contextes différents, donc l'employé d'une grosse boîte, mais aussi le sans-abri, et puis on était un peu parti comme ça, genre réfléchir à des gens qui sont dans une même société, mais à des postes presque complètement différents, mais qui craquent tous. Quand tu y repenses, en fait, on avait envie de s'exprimer, quoi. On avait envie de se lâcher, en fait. Ouais. Un exutoire, ce sont leurs mots, après les longues années passées dans l'industrie. En plus de se farcir les travers habituels des grosses sociétés, le management, la hiérarchie, le fait de perdre un peu l'utilité de ton rôle tellement t'es noyé dans une grosse chaîne de production et que toi tu incarnes un tout petit rôle là-dedans, tu sais même plus trop ce que tu fais et ce qui va rester à la fin. On te fait comprendre que t'as de la chance d'être ici, tu te rends compte, tu fais des jeux vidéo, tout le monde voudrait ta place. Et ce qui est vrai, on nous pousse dans nos derniers retranchements, et du coup les salaires, la pression, les heures à taper, les conditions de travail et tout est justifié par le fait que on est élu. Les entreprises du jeu indé étant fragiles, les emplois restent précaires et instables. Dans ce contexte social bouillant, où le capitalisme entend toujours plus précariser l'emploi et nos retraites, la constitution d'espaces de lutte et d'expression politique paraît d'autant plus cruciale pour les travailleurs du jeu vidéo.